C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon l'OMS, 23% des décès qui surviennent dans la région africaine sont liés à l'environnement. C'est la proportion la plus élevée de toutes les régions du monde par habitant. Alors que le continent est depuis longtemps miné par des problèmes d'accès à l'eau potable, par des problèmes de pollution, de nouvelles menaces environnementales émergent, au nombre desquelles le changement climatique, l'urbanisation rapide et non planifiée. Quelle réponse de l'Afrique face aux défis mondiaux? C'est le thème de cette émission. Et pour en discuter, nous recevons deux environnementalistes, des personnes qui sont très actives dans le monde de l'environnement. Timothée Palais est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci. Au plaisir de vous revoir. Je suis très heureux. Vous êtes géographe environnementaliste, avec nous également Oboué Durand, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas. Vous êtes à la fois président de Club de développement durable et puis coordonnateur de PACJA Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est bien ça. Avec vous messieurs, nous allons parler de l'environnement, qui est une question qui concerne tout le monde. Nous allons voir les grands défis du continent africain par rapport aux questions de santé et d'environnement. De votre regard de personne active de la société, qu'est-ce que vous pensez de la gestion durable des déchets sur le continent africain? Merci déjà pour l'invitation. C'est un honneur de toujours parler d'environnement. Et aujourd'hui, on aborde un sujet très important, le sujet des déchets. De premier abord, notre regard en tant qu'environnementaliste, en tant qu'expert sur la question, le sujet est alarmant. Est alarmant parce que l'Afrique a un réel problème, celui de traiter ses déchets. Et je pense qu'au cours de cette émission, on aura l'occasion de parler et d'apporter quelques solutions qui permettront à l'Afrique d'éliminer une énorme quantité des déchets qu'elle produit. Selon les chiffres qui datent de 2016, l'Afrique subsaharienne produit autour de 174 millions de déchets par an. Et cela va tripler d'ici à 2050. Est-ce qu'on peut contrôler la production de nos déchets Oboué Durand? Oui, bien sûr. Je dirais qu'il est possible de contrôler la production de nos déchets parce que pour avoir parcouru certaines villes en Afrique, j'ai constaté qu'il est vraiment possible d'éliminer les déchets. En Côte d'Ivoire, lorsque je compare la ville d'Abidjan par exemple avec celle de Marrakech ou encore au Kenya, je peux dire au Rwanda par exemple, Kigali, oui. Voilà, c'est vraiment le jour et la nuit en fait. Voilà, donc lorsque tu arrives à Marrakech ou encore tu arrives à Kigali, ils ont pris vraiment la possibilité, ils ont montré qu'il est possible d'éliminer les déchets. Voilà, donc il est vraiment possible d'éliminer les déchets comme vous le mentionnez. D'accord, prenons ces exemples, Marrakech, parlons un peu du Rwanda. Qu'est-ce qui a marché? Comment ils en sont arrivés? Parce qu'on a l'impression que souvent on est impuissant devant des situations, on prend des mesures qui ne sont pas respectées, on a du mal à les faire appliquer, alors qu'au Rwanda par exemple, on ne peut pas jeter le bout de papier par terre, les déchets plastiques sont interdits. C'est ça. Je me rappelle qu'on parlait sur ce même plateau de déchets plastiques où je disais que malheureusement pour les États de l'Afrique de l'Ouest, on a ratifié une loi qui était devenue comme du copier-coller, comme un effet de mode. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont, à la même année, refusé l'utilisation des déchets plastiques sans une alternative permettant de pallier au problème. Et c'est le problème que nous avons pour la majorité des pays en Afrique. Lorsqu'on décide de diminuer nos déchets plastiques, il faut que l'État, qui déjà fait beaucoup d'efforts, propose des alternatives à ces populations-là d'abord au niveau des populations, les éduquer, mais au niveau de l'État, qu'on trouve des alternatives à comment on réutilise nos déchets, comment on utilise les déchets qui ont été produits par les populations, etc. La question de l'éducation, on veut prendre une mesure, interdiction, importation, prolifération des sachets plastiques. La question de l'éducation, parfois on se limite à 1 ou 2 mois d'information. Oui. Le cas de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien de temps ça a pris, sauf que les mesures ont été prises, mais elles ne sont pas respectées. On retrouve toujours les mêmes sachets plastiques. Quel est le problème Oboué Durand? Alors moi je pense que c'est une volonté politique d'ailleurs parce que lorsqu'on suivait un peu la prise de ce décret-là en 2013 en Côte d'Ivoire, il y avait vraiment beaucoup d'efforts qui étaient faits. Lorsque vous arrivez dans les boutiques, les boutiquiers eux-mêmes s'abstenaient de vendre des articles emballés en déchets, en sachets plastiques. Lorsque on arrive par exemple chez ceux qui vendent la ticket au marché, les sachets plastiques étaient en train d'être éliminés. Mais il a fallu que je ne sais pas quel plaidoyer qui est arrivé, mais
Le projet n'a plus suivi son cours comme c'était lancé en 2013. Voilà. Et aujourd'hui, c'était comme si ce décret n'avait pas été pris en Côte d'Ivoire. Les sachets plastiques sont revenus. Et on retrouve les ordures un peu partout. 69% de tout ce qu'on a dit là se retrouve à ciel ouvert. Bien sûr. Mais comment peut-on expliquer que des pays qui sont en train de se construire davantage, on retrouve encore à même le sol, à ciel ouvert, des tas d'immondices à 69% dans les pays? Quand on prend les grandes villes africaines, vous l'avez dit tout à l'heure, on va constater qu'il y a l'urbanisation. Et cette urbanisation va entraîner la création de beaucoup de déchets. Donc, dans le processus de mise en place des villes, les États doivent penser à comment traiter les déchets. C'est très important. En plus de l'éducation qui est primordiale, qui doit être tout le temps, et non sur une période, depuis les manuels scolaires jusqu'à l'université, éduquer les populations, qu'elles soient urbaines ou villageoises, aux déchets plastiques. Mais l'État doit mettre en place un processus de traitement des déchets en partant depuis la valorisation, le recyclage. Il y a plusieurs mécanismes qu'il faut mettre en place. Et sinon, on va se retrouver avec, comme vous l'avez dit, avec des déchets à ciel ouvert. Et ce que nous proposons en tant qu'environnementalistes, c'est de mettre une politique au cœur de la gouvernance en charge des déchets. C'est très important. On va revenir tout à l'heure sur cette proposition. Alors, je pense que je voulais aborder aussi dans le même sens que lui, mais pour dire que quand on parle d'éducation, c'est indispensable, mais nous devons revoir aussi nos modes de production. C'est-à-dire? Voilà. Quand on parle de nos modes de production, c'est de faire un peu la typologie des déchets que nous avons, par exemple. Si vous voyez, la plupart de nos déchets organiques sont faits de matières premières, ce que nous consommons à la maison et tout ça. Mais à quoi servent ces déchets-là désormais? Voilà. Et l'autre chose, ce sont les types d'emballages, par exemple, que nous avons. Voilà, donc si on arrive à contrôler les emballages que nous avons qui deviennent très tôt des déchets, alors je pense que nous sommes en train d'éliminer déjà les déchets. Je peux vous prendre un exemple. À Kigali, par exemple, lorsque vous arrivez dans les supermarchés, on vous sert dans les papiers craft, qui sont des papiers qui se dégradent rapidement au contact de l'eau. Donc, je pense que c'est un modèle qu'on pourrait dupliquer un peu partout au lieu d'utiliser encore ces sachets dont les durées de vie sont très courtes. Voilà. Et même, il y a la possibilité aussi, ce que j'ai constaté par exemple à Kigali, c'est qu'on ne peut pas voir comme ça des poubelles dans les rues. C'est difficile de les voir. Mais les populations sont éduquées de ne pas jeter vraiment les ordures dans les rues. Et ça prend vraiment suffisamment de temps. Oui, ça prend suffisamment de temps. La question de l'éducation, il y a la répression qui accompagne. On s'imagine qu'à Kigali, il y a eu cet aspect-là qui a été appliqué pendant assez longtemps pour que ça reste dans la mémoire des populations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de répression? Pour ma part, aller à la répression serait vite aller en besogne. Parce que qu'est-ce qu'on propose comme alternative aux déchets que nous produisons? Tant qu'il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas faire des répressions. C'est comme vous dites à une personne qui auparavant produisait du plastique, vous lui dites d'arrêter. C'est une entreprise qui nourrit des familles et c'est des centaines de personnes qui sont embauchées dans ces entreprises. Donc il faut leur présenter une autre alternative et faciliter aussi des taxes sur les nouvelles productions pour qu'ils puissent être rentables et produire assez. D'accord. Comment comprendre qu'on ait assez de difficultés à gérer nos propres déchets, nos ordures, mais on en reçoit de l'extérieur? Comment comprendre cela? C'est vrai que c'est générateur de revenus, mais quand on a du mal à gérer ce qu'on a, on ne devrait pas en recevoir d'ailleurs. Oui, normalement, oui, mais comme je le disais, par définition, les déchets, c'est tous les biens dont on n'en a plus besoin. En fait. Et si les autres n'en ont pas besoin, pourquoi nous? Alors, chez eux, leurs déchets sont des biens chez nous ici. Quand on prend par exemple les vieux véhicules, quand on prend des appareils électroménagers ou tout ça, qui ont déjà eu des durées de vie de l'autre côté, ici, ils deviennent des déchets. Voilà, même les vieux matelas et tout ça, là-bas, ils ne sont plus utilisés, mais chez nous, ici, c'est encore utilisé. Alors qu'il y en a parmi ces déchets qui sont toxiques. Bien sûr. Qui sont toxiques. Mais parfois, on fait fi de toutes ces réalités, on les reçoit pour le petit gain, ou du moins pour le gain direct, mais les conséquences par après. Parlons des conséquences sur la vie des populations, de tout ce qui est déchets au contact desquels nos populations se retrouvent.
Merci, c'est une très belle question. Vous savez, lorsque on n'arrive pas à traiter nos déchets, je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de traitements. Même avec de faibles revenus, avec un État qui est en voie de développement, on a la capacité de traiter nos déchets, même si c'est au premier niveau, et peut-être exporter pour d'autres traitements. Et ces déchets-là, lorsqu'ils ne sont pas traités, vont avoir une conséquence sur la vie des populations, au niveau de leur santé, au niveau de leur mode d'habitation, au niveau de la consommation d'eau, au niveau du sol, au niveau de l'agriculture. Et c'est toute la chaîne qui sera affectée par la mauvaise gestion des déchets. D'accord, leur impact sur l'eau. L'eau est polluée, l'air est pollué. Quelle est la conséquence de cette chaîne de pollution sur les habitants? Naturellement, c'est les maladies, voilà, les maladies cancérogènes par exemple, ou encore la pollution de nos nappes phréatiques. Aujourd'hui, du fait de l'industrialisation de nos villes, nous constatons que nos nappes phréatiques, qui sont de très bonne qualité, qui absorbent de l'eau, qui alimentent surtout la ville d'Abidjan, sont de plus en plus polluées. Voilà. On ne va pas trop loin, juste au niveau de la forêt classée d'Anguédédou ici, il y a même une nappe phréatique qui n'est pratiquement plus utilisée aujourd'hui, qui n'est plus consommée, qui n'est plus utilisée pour ravitailler la ville d'Abidjan. Voilà. Donc l'une de ces conséquences-là, c'est la pollution par exemple des nappes phréatiques. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de gestion, de politique, et vous entriez dans les différentes propositions. Parlons des structures. Les structures qui sont en charge de la gestion des déchets. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher et qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Si on part du fait que l'environnement est intimement lié à la santé, je pense qu'il faut mettre en place des structures plus adaptées. Je ne pense pas que cela existe en Afrique, mais en Europe, il y a des structures qui existent, qui prennent en compte et l'environnement et la santé. Et ce sont ces genres de structures-là que nous devons avoir dans nos pays sous-développés, qui prennent en compte les aspects de l'environnement et les aspects de la santé. Si on arrive à mettre ces genres de structures en place, on pourra lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement, mais résoudre les problèmes aussi liés à la santé. Le cas coronavirus nous a intimement montré que l'environnement et la santé sont fortement liés. C'est la mauvaise gestion de notre biodiversité qui a créé aujourd'hui le virus, quand on prend l'historique du virus et tout ça. Donc quand on n'a pas une structure en charge de gérer l'aspect de la santé en rapport avec l'environnement, je pense qu'on s'expose davantage à des maladies qui seront difficiles à gérer. L'absence des structures dont il parlait, est-ce que c'est une question de méconnaissance, c'est une question, on revient à la volonté politique ou de moyens? Pour moi, c'est une question de volonté politique d'abord, voilà, et une question aussi d'innovation. D'accord. Quand voilà. on parle de volonté politique, oui, qu'est-ce qu'on voit directement? C'est les priorités en fait. Le gouvernement peut ne pas l'inscrire dans sa priorité. C'est là que nous pouvons déjà parler d'une certaine volonté politique en fait. Voilà. Mais je peux dire par exemple, dans les hôpitaux, on pourrait avoir d'autres services. On peut avoir un type de patient qui vient régulièrement avec le même type de maladie par exemple. Or, avec une analyse un peu plus approfondie, on pourrait se rendre compte que cette maladie est liée à son environnement, par exemple. Comprenez? En géographie, on parle un peu de certaines études étiologiques de certaines maladies. Donc, des maladies qui sont liées à notre environnement. Voyez? Donc, on peut revenir, on peut faire la même maladie plusieurs fois, soit des maladies diarrhéiques ou encore des maladies liées à une certaine odeur qu'on inspire régulièrement dans notre environnement, mais ça va nous créer soit des maladies, et lorsqu'on va régulièrement à l'hôpital, le médecin va prendre la peine de traiter régulièrement cette maladie sans toutefois préconiser que c'est votre environnement qui cause cette maladie. Si certains gouvernants n'ont pas la question environnementale comme priorité de développement, il n'en demeure pas moins que les populations elles-mêmes ne puissent pas également l'avoir comme priorité. Oui, et puis, avec la cherté de la vie, chacun se cherche, comme on le dit. Et puis aujourd'hui, on a la chance qu'on a tous les mécanismes pour que l'État nous écoute si on fait de cela une priorité. Et nous profitons de votre antenne également pour lancer un plaidoyer à l'ensemble de nos dirigeants africains pour dire qu'on peut mettre en place un plan national environnement santé. Et ce plan national aura pour objectif d'avoir une incidence sur notre environnement et sur notre santé. Et on pourrait, à partir de ce plan-là, informer les populations, à partir de ce plan, éduquer les populations,
populations, mais à partir de ce plan aussi avoir une incidence sur l'agriculture. Vous savez, la majeure partie des pays de l'Afrique de l'Ouest vivent de l'agriculture. Et aujourd'hui, dans notre agriculture, on a tellement injecté de pesticides que sans s'en rendre compte, nos santé sont en train de se dégrader. Oui. Mais on le constate plus tard et aujourd'hui, on a une flambée des cancers et des maladies qu'on ne voyait plus. Oui. Et donc, ce plan-là pourrait aider les États et ça sera un plan de réflexion pour lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement, mais aussi préserver la santé des populations. D'accord. Vous qui êtes là, par exemple, vous êtes mandaté par un gouvernement, vous êtes des activistes au niveau de la société civile, au niveau de l'environnement. Il y a beaucoup d'ONG qui existent, qui travaillent. Quel est l'impact de leurs initiatives sur la préservation de l'environnement? On voit beaucoup d'activités, mais est-ce qu'on arrive à évaluer? Alors, évaluer l'impact, c'est un peu compliqué. Parce qu'à chaque projet, son évaluation typique en fait. S'il s'agit d'évaluer la portée de certaines actions sur l'assainissement par exemple, on constate que les ONG de plus en plus, des activités de salubrité, c'est un peu moins récurrent. C'est juste des activités ponctuelles par exemple. Voilà. Mais malgré ces activités de salubrité, on constate que la ville d'Abidjan reste encore toujours sale. Voilà. Mais s'il s'agit par exemple des activités de reboisement et autres, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais là encore, il est encore difficile d'évaluer la portée de ces actions-là. Si on devait voir au nombre de ces ONG, peut-être qu'il y a la moitié qui ne font pas véritablement le travail inscrit dans leur texte. Non, pas qu'ils ne font pas véritablement le travail, mais comme Durand le disait, c'est difficile d'évaluer. Et puis, il y a aussi les moyens pour les ONG. Donc, les ONG sont obligées de faire avec les moyens qu'ils ont. Donc, on aura affaire à des activités ponctuelles, alors que l'incidence d'une activité ponctuelle par rapport à une activité pérenne n'est pas pareille. Et c'est le résultat qu'on constate. Il y a beaucoup d'ONG qui font des activités ponctuelles, donc du coup, on ne peut pas sentir, je vais dire, la pression ou bien le changement sur les populations. Si les ONG sont les partenaires au développement dans la question de l'environnement et que les ONG sont le prolongement des actions d'un gouvernement, là où le gouvernement ne peut pas arriver, de votre point de vue, à quel niveau ce partenariat se trouve? Est-ce que les États appuient véritablement ces ONG pour la réalisation de la mission qui est en principe assignée à l'État? Alors, nous qui sommes acteurs des ONG, je pense que nous sommes mieux placés pour témoigner de cela. Il faut dire que si c'est des appuis institutionnels, les ONG bénéficient des appuis institutionnels. Est-ce qu'ils sont suffisants? Institutionnel, c'est dire avoir la présence des ministères et tout ça. Bon, oui. Mais en termes d'appui financier et autres, les ONG, même matériellement, je pense que Timothée peut-être un peu en témoigner, mais il faut batailler dur peut-être pour bénéficier d'un appui d'un ministère en fait. Alors que le retour est profitable. Voilà, bien sûr. Et aujourd'hui, ce que nous préconisons, c'est de pouvoir trouver d'autres sources de financement. Naturellement par la rédaction des projets et puis capter des fonds au niveau international ou des appels à financement qui sont lancés. Voilà comment les ONG peuvent impacter mieux. Quelle est la réalité? La réalité déjà, comme je l'ai dit, avant de commencer à descendre sur les ONG, il faut voir même la place des ministères en charge de l'environnement et de la santé dans nos pays. Ce ne sont pas des ministères prioritaires. Donc, du coup, les budgets alloués à ces ministères sont très difficiles. Donc, il va sans dire que les ONG ne vont pas bénéficier également de l'appui de ces institutions ou bien de ces ministères présents. Donc, les ONG font avec les moyens de bord. Et il faut féliciter ces ONG-là qui travaillent sans source de financement et qui, par amour pour leur population, pour l'environnement, se sont jetés dans le métier et qui apprennent. Et c'est à féliciter. Et je pense que dans les années à venir, avec l'appui de tout le monde, la synergie que les ONG sont en train de créer dans les pays africains, on pourrait avoir des sources de financement extérieurs pour booster la protection de l'environnement. D'accord. Parlons un peu de la croissance verte qui est aussi un projet de la Banque africaine de développement. Comment pourrait-on encourager des jeunes, des talents, des compétences à s'investir dans un tel projet de telle sorte que l'Afrique non seulement développe des compétences, crée de l'emploi, mais veille sur son environnement? Bien sûr, dans ce domaine, je pense que c'est un milieu qui est beaucoup porteur d'opportunités aujourd'hui. Parce que qui parle de croissance verte, on va parler des emplois verts et toutes les autres opportunités qui entourent. Voilà. Je pense que les jeunes devraient de plus en plus se tourner vers ces différents domaines.
voilà, des emplois veille, tout ça, parce qu'il y a de plus en plus des financements disponibles et d'autres opportunités. Voilà, donc ça pourrait vraiment réduire le problème de chômage et ça pourrait aider suffisamment de jeunes. D'accord, parlons brièvement. Oui, je veux revenir sur cette question qui pour moi est très importante. Je veux dire, ça ne fait plus rêver les jeunes. Il faut qu'en Afrique, nos États arrivent à faire rêver les jeunes et à les ramener vers les métiers verts. Mais quand on n'a pas de programme suffisamment élaboré et clair pour les jeunes n'ont plus envie. Et c'était la thématique de la COP 15 au Forum des jeunes, où on a parlé des métiers de la terre. Il faut faire rêver ces jeunes à revenir à la terre. Mais il faut créer également le cadre, le mécanisme qui vont permettre à ces jeunes de revenir. Il faut mettre les moyens. Oui, il faut les moyens et puis il faut passer également à l'industrialisation de notre agriculture ou à l'industrialisation des métiers verts. Vous ne pouvez pas demander aux jeunes de revenir, même si c'est porteur d'emploi, avec du matériel archaïque. Donc c'est toute une politique, c'est toute une chaîne qui va permettre à l'Afrique de se repositionner si on donne l'opportunité aux jeunes de revenir au métier de la terre. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on est plus de 77% de jeunes. Donc il faut repenser à cette politique-là qui va absorber la réalité au plan africain. Ah oui. D'accord, parlons brièvement des grands rendez-vous au plan mondial que l'Afrique accueille. La COP 15 sur la sécheresse, etc., etc. Il y a la COP 27 sur le climat, bien sûr, en Égypte. Toutes ces grandes rencontres, comment est-ce que l'Afrique en profite au point de se hisser vers le haut? Alors, pour moi, c'est déjà une opportunité pour tous ces pays qui accueillent ces événements-là, parce que tout de suite, l'économie bouge. Donc, lorsque les jeunes sont avertis de ce genre d'événement, je pense qu'immédiatement, c'est de mettre en jeu leur esprit de créativité pour que pendant cette période-là, ils puissent bénéficier de certaines opportunités et même faire des économies. Voilà. Mais l'autre chose, c'est vraiment l'Afrique qui gagne parce qu'il y a déjà de la visibilité sur les pays qui abritent. Et les jeunes qui sont porteurs d'emploi, d'initiatives et autres, c'est une occasion pour eux de se faire entendre et de mieux présenter leurs initiatives. Donc voici en quelque sorte les opportunités que les jeunes pourraient saisir. Timothée, vous étiez très très impliqué dans la COP 15 sur la sécheresse et la désertification. Elle est terminée. Il y a une autre COP sur le climat qui se prépare pour bientôt. Depuis la fin de cette COP, de façon perceptible, à quel niveau en sommes-nous dans la mise en pratique de ce qui a été dit? Comme Durand l'a dit tout à l'heure, c'est une opportunité pour les pays africains d'abriter ces genres d'événements parce que sur l'aspect économique, ça arrive à faire bouger l'économie de ces pays-là qui accueillent cet événement. Mais l'autre aspect où on attend ces pays africains, c'est sur l'aspect politique. Il faudrait que lorsque nous abritons ces événements, ça soit le fait de lance d'une nouvelle politique environnementale, mais en faveur de l'Afrique. Avec des actions concrètes. Avec des actions concrètes. Je pense que ça a été le cas avec la COP 15, avec l'initiative d'Abidjan, que nous attendons tous à la mise en œuvre pour permettre à ce que la Côte d'Ivoire et les autres pays africains qui ont participé à cette COP puissent bénéficier. Sinon, on va profiter au niveau économique, mais au niveau politique, ça sera toujours le statu quo. D'accord. Vous qui êtes membre d'ONG, on fait toujours des plaidoyers, il y a des initiatives à mener. Si vous devriez présenter quelques pans pour lesquels les autorités compétentes devraient prendre en compte, ce serait quoi de façon précise? Alors pour moi, il faut déjà donner beaucoup de place à la jeunesse, surtout dans les instances d'échange. Voilà, il faut vraiment il faut avoir vraiment beaucoup de confiance en la jeunesse qui peut faire des propositions en fait. Elle peut faire bouger les choses. Bien sûr, la jeunesse elle peut faire bouger des choses. La jeunesse a beaucoup d'initiatives. C'est d'avoir et nos pays africains ne doivent pas avoir peur d'accompagner même les petites initiatives des jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes africains qui ont des petites initiatives, mais il faut les assister, bien sûr, à fort impact surtout. Voilà, il faut pouvoir assister ces jeunes-là, les accompagner jusqu'à ce que ces initiatives-là puissent gagner en maturité. Sur la même question? Sur la même question, je voudrais dire que déjà l'État fait beaucoup, mais
pour aller dans la même vision que Durand, il faut savoir aussi que la machine étatique est un peu plus lente par rapport aux jeunes. Il faut faire confiance aux jeunes et ce que nous entendons de nos États, c'est l'accompagnement. L'accompagnement au niveau de la formation, parce que beaucoup de jeunes se lancent dans le domaine, donc il faut revoir notre système d'éducation qui était linéaire, faire entrer d'autres filières en rapport avec l'environnement. Il faut passer aussi à l'aspect financement, accompagner ces petites initiatives-là pour qu'elles puissent s'élargir à grande échelle. Et l'autre, c'est de continuer la coopération, faciliter la recherche entre les pays du Nord et les pays du Sud pour le partage d'expériences. D'accord. La dernière question, en moins de 30 secondes, c'est la question de la santé des populations, leur propre responsabilité dans leur propre santé liée à l'environnement. Alors, c'est d'interpeller les populations parce que les populations sont les premiers responsables déjà de l'environnement. Il faut accorder vraiment beaucoup de temps, d'intérêt à assainir son cadre de vie. Voilà. Quelqu'un pourrait-il se plaindre que l'État ne fait rien, c'est pourquoi je suis souffrant, malade, alors qu'il a des déchets devant sa propre... Oui, il faut que déjà que la personne se rende compte que les déchets qui sont prêts sont les causes de sa maladie. Ensuite, à ce niveau-là, si ces populations-là ont pris conscience de l'impact des déchets sur leur santé, ils pourront lutter efficacement contre les maladies auxquelles ils font face et éloigner ces déchets-là le loin de leur propriété. Merci Timothée Palais. Je rappelle que vous êtes géographe environnementaliste. Merci d'avoir partagé votre expérience sur la question environnementale avec nous. Oboué Durand, merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes le coordonnateur PACA Côte d'Ivoire. Oui. On se dira donc à très bientôt pour une autre émission. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.